France 24 et Public Sénat présentent Merci à vous de nous rejoindre. Depuis le Parlement européen à Bruxelles, la guerre en Ukraine a révélé les faiblesses des questions de sécurité pour l'Union européenne. Mais pour l'heure, les 27 ont du mal à s'accorder sur une réponse commune de défense. C'est d'ailleurs le sujet qui empoisonne la relation franco-allemande. Pour ce qui est des questions de défense, Berlin s'est tourné vers Israël et les États-Unis pour la mise en place d'un bouclier anti-aérien, quand Paris souhaite, elle, donner la priorité aux achats de matériel produit dans l'Union européenne. Et donc deux clans sont en train de voir le jour. Derrière l'Allemagne, 16 pays membres, dont les États baltes et la plupart des États d'Europe centrale. Aux côtés de la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Pologne. Le rêve d'Europe de la défense, caressé par le président français Emmanuel Macron, semble avoir du plomb dans l'aile. Même s'il faut bien le reconnaître, la menace russe a donné une nouvelle dynamique à cette réflexion stratégique. La Commission européenne, d'ailleurs, vient d'annoncer 832 millions d'euros pour financer 41 projets communs de recherche et développement en matière de défense. Alors, faut-il construire une défense vraiment européenne de bout en bout? Nous allons poser la question à nos deux invités aujourd'hui, deux membres de la Commission des Affaires étrangères ici au Parlement européen et aussi de la sous-commission sécurité et défense. Alors, Zeliana Zovko, vous êtes députée européenne croate, mais je précise que votre pays, ex-communiste, lui, n'a pas vraiment choisi son camp entre les deux options, l'initiative allemande et la volonté de Paris. En revanche, Emmanuel Macron, on le disait, pour la France, est à la manœuvre pour imposer plutôt sa vision de l'Europe de la défense. Et nous en parlerons aussi avec vous, Mounir Satouri. Vous êtes député européen pour les Verts. Merci d'être avec nous. Et alors, on va commencer la guerre avec en vous. Ukraine nous oblige-t-elle, selon vous, à réinventer très vite ce système de défense européen? La réponse est clairement oui. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a fait bouger les lignes sur la question de la défense. On a déjà appris? En tout cas, ça ne nous a pas laissé insensibles. Ça nous interroge. Jamais, moi je suis parlementaire depuis 2019, je m'intéresse à l'Europe depuis longtemps, jamais les débats et les passions autour de l'Europe de la défense n'ont été aussi importants. Et en vérité, les désaccords et les divergences qu'il y a aujourd'hui entre l'Allemagne et la France ne sont pas nés d'aujourd'hui. Depuis longtemps, l'Allemagne et la France n'ont pas la même approche. Alors, la guerre a fait bouger la position allemande, qui s'intéresse beaucoup plus à ces questions de défense. Mais il faut reconnaître que l'Allemagne qui a investi toujours eu massivement 2% de son PIB désormais. Complètement, c'est historique. Vous m'auriez posé la question il y a un an, j'aurais répondu que je n'y croyais pas. Mais l'Allemagne a toujours eu un tropisme transatlantique. L'Allemagne a toujours cru pour sa défense, sans doute un héritage de l'histoire, à l'OTAN. Tandis que la France a souvent porté l'idée d'une défense européenne. Et alors justement, Madame Zovko, on va expliquer. L'Allemagne a lancé au sein de l'OTAN, justement de l'Alliance Atlantique, un bouclier du ciel, European Sky Shield, un bouclier anti-missile européen, mais qui se fournit auprès des Américains pour la moyenne portée et des Israéliens pour les missiles de longue portée. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas répondre à la question pourquoi ils ont proposé cette idée, cette position qu'il faut faire quelque chose en commun pour se protéger trop vite, pour se précipiter dans la protection. Parce que la construction, je trouve que ça c'était l'idée derrière cette initiative allemande, mais on est dans un moment, quand on passe la guerre, quand on passe l'agression de la Russie en Ukraine, tout le monde s'est réveillé tout d'un coup parce que l'Allemagne n'a pas investi rien dans sa défense, mais à l'autre côté, la France avait toujours eu un rôle très important. Par exemple, à Sahel et dans les frontières du sud de l'Union européenne, et c'est le seul pays qui a la nuclear deterrence, cette dissuasion nucléaire qui protège l'Union européenne au cas où
on a cette menace. Mais dans le moment quand l'Allemagne, qui n'était pas préparé, vous vous souvenez très bien de la débat, combien il faut envoyer comme aide en Ukraine et quel est l'équipement que l'Allemagne possède. Et avant cette discussion avec l'ancien président américain sur l'augmentation de budget pour la défense, tout d'un coup, ils se sont réveillés, ils ont appris qu'il faut faire quelque chose vite. Je trouve que c'est un esprit allemand pratique, qu'il faut prendre quelque chose, mais il ne prend pas en compte le fait qu'il faut avoir aussi l'approche stratégique pour autonomie stratégique ou souveraineté stratégique qu'on s'est mis d'accord dans le Strategic Compass qu'on a adopté ici. Dans oui, la boussole stratégique. En fait, vous dites, finalement, c'est la réelle politique à l'allemande. Oui. Olaf Scholz la pratique, même si c'est un chancelier social-démocrate qui est d'ailleurs en coalition avec des Verts aussi, votre parti. Il a décidé donc sans la France de ce bouclier qui serait moins cher et plus efficace. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche? Et plus rapide et plus efficace. Non, je ne suis pas. Et en fait, allant pas directement sur le coup, parce que je pense que les raisons, elles sont plus structurelles. Je crois que ce sujet manque de clarté. Tous les groupes ici vont vous parler de l'autonomie stratégique. Je vais vous avouer que moi, je n'ai jamais compris cette notion de l'autonomie stratégique. On ne peut pas être dans l'OTAN et être autonome. Moi, j'ai plaidé, et d'ailleurs le groupe est unanime, le groupe écolo est unanime là-dessus. Je suis pour une émancipation stratégique des Européens au sein de l'OTAN. Donc ne plus dépendre de l'OTAN et des États-Unis. Nos intérêts ne sont pas obligés toujours les mêmes que ceux des États-Unis. Et moi, j'ai en mémoire la période Trump et le recentrage des États-Unis sur eux-mêmes et sur leurs propres intérêts et sur leurs relations avec la Chine. Aujourd'hui, il se trouve que Trump n'est pas en responsabilité, on a Biden, et que la question de la guerre se passe en Europe. Donc nos intérêts sont les mêmes que ceux des États-Unis. Ce n'est pas obligé que ça dure. Et puis, la démocratie américaine avait engendré Trump. On n'est pas à l'abri demain que de revivre la même chose. Donc moi, je plaide. Monsieur Satouri, sans les Américains, la guerre en Ukraine serait déjà terminée au profit des Russes. C'est pour ça que je n'oppose pas Europe de la défense et OTAN, mais je les phase différemment. Je pense que tant qu'on n'a pas construit une Europe de la défense, on va rester dans l'OTAN. Mais je pense qu'on a la responsabilité entre Européens de construire notre propre vision stratégique et qu'on s'émancipe. Et qu'on n'hésite pas à dire de manière collective et forte quand on a des désaccords stratégiques à l'OTAN. On n'est pas obligé d'être toujours suiveur. Et en parallèle, faire l'intégration industrielle, faire des politiques communes et construire l'Europe de la défense. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, finalement, sur ce sujet? Non, parce qu'Emmanuel Macron, il va vite en besogne et il oppose la construction de l'Europe de la défense à la question de l'OTAN. Je pense que c'est de nature à brusquer un certain nombre de partenaires européens qui ont ce trompisme pro-OTAN. Je pense qu'il faut faire les deux en même temps et les phaser. C'est ça l'approche écologiste. Madame Zewko, la plupart des pays ex-communistes en Europe sont atlantistes et ont signé pour ce bouclier allemand, sauf la Pologne. Votre pays n'a pas choisi son camp, hein, on peut dire. Les 27, est-ce qu'ils n'ont pas loupé ici le coche d'enfin concrétiser la mise en œuvre d'une politique industrielle de défense commune? On doit développer notre défense, mais aussi en parallèle, aussi en compagnie avec notre partenaire transatlantique. Parce que dans ce moment-là, maintenant, les États-Unis, ils n'ont aucun intérêt à l'Union européenne. Ils sont tournés vers le Pacifique. Et maintenant, ils font notre travail. Et tous les pays, l'ancien communiste, qui savent très bien qu'ils sont les prochains d'être attaqués, qu'ils sont prochains d'être pris, ils savent que la seule protection de ce moment vient des États-Unis. Et il ne faut pas être naïf pour les laisser... Il ne faut pas être naïf, je suis d'accord, il ne faut pas être naïf. Sauf que moi, je refuse qu'on pose comme donnée du débat. Il y a la proposition allemande qui vise à nous protéger et la française qui vise à ne pas. Les deux systèmes de défense visent à nous défendre. La question qui se pose, c'est la question de la souveraineté. L'argent, il n'est pas magique. Hein. Bien sûr. On achètera soit américain, soit européen. On n'achètera pas les deux avant l'achat, en traite. Mais les deux systèmes vont nous protéger et les deux vont coûter. La question qui se pose, c'est laquelle de notre souveraineté européenne. Est-ce qu'on veut profiter de cette situation pour donner un coup de pouce à la construction de l'Europe de la défense et de faire européen pour nous protéger
sans remettre en cause notre alliance avec les États-Unis dans l'OTAN, et je l'ai dit, cette phase-là aujourd'hui, elle est indispensable. Tous ceux qui vous diront le contraire sont soit naïfs, soit nous mentent. Et donc, je pense que l'Allemagne participe à rater un coche important pour l'avènement d'une Europe de la défense et de notre souveraineté. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas de stock à proposer, nous, au sein de l'Union européenne. Il y a aussi une réalité. Oui, mais on a une industrie de la défense européenne. Une meilleure intégration et une plus grande coopération peut nous permettre de produire les matériels qui nous permettent de nous défendre. C'est la question de l'œuf et la poule. Si on n'intègre pas nos moyens, la Commission elle-même dit que si on intégrait nos moyens avec les mêmes dépenses, pour la même qualité, on pourrait économiser entre 25 et 100 milliards. Ça veut dire que si on garde le même niveau de dépenses, on pourrait être beaucoup mieux protégé. Alors précisément, la Commission elle a annoncé cette semaine qu'elle allait financer dans le Fonds européen de la défense pour un montant de 832 millions d'euros, 41 projets en commun. 41 projets en commun, ça a l'air d'être un début de réponse commune, mais encore faut-il là encore qu'ils soient interopérables, que les matériaux marchent ensemble en fait, que le matériel de défense marche ensemble. Et c'est pas vraiment... Oui, voilà, et qu'on s'entraîne ensemble même. Hein. Mais oui, ça c'est nécessaire, mais il faut souligner que la Croatie a acheté les Rafales. Et maintenant, les pilotes croates sont entraînés par des pilotes français. Et il y a cette coopération qui est vraiment nécessaire, qui est vraiment grande. Et, il ne faut pas éviter la coopération, l'entraînement commun, aussi à reconnaître les menaces communes. Et aussi dialoguer un peu plus. Parce que moi, comme vice-président de notre groupe, j'organise les réunions à côté de notre pays, à la frontière. La semaine dernière, j'ai organisé une conférence à Split et on a traité le sujet de la menace à Western Balkan, les Balkans occidentaux. Les Balkans occidentaux, la frontière est 50 km de Split. Et aussi, on a fait la même conférence à Séville. On va faire la même conférence à Paris pour tous nos députés pour comprendre quelles sont les menaces et quelle est la priorité pour nos collègues et pour nos pays. Ces 41 projets communs de recherche et développement donc financés par l'Union européenne, c'est un début de quelque chose, justement? Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on consomme européen. Et je vais vous le dire tel que je le pense. On a un cadre non contraignant qui encadre l'exportation des armes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne doit pas armer les dictateurs, qui utilisent les armes contre leur population. Mais tant qu'on n'aura pas intégré au niveau européen, l'industrie française de la défense ne rentabilisera pas ses lignes qu'avec le marché français. C'est la même chose pour l'industrie italienne, c'est la même chose pour l'industrie des autres États européens. En intégrant mieux, on fait des économies d'échelle, on se défend mieux. On achète européen, on consomme européen. On ne se tourne pas vers les États-Unis de et laisser Israël. nos chefs d'État et de gouvernement faire les VRP des dictateurs dans le monde pour permettre à nos industries de tenir, parce que quand on commande 25 chars à l'industrie française, ça ne suffit pas à rentabiliser la chaîne. Donc tout se tient, tout se tient. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté. Imaginez demain, et évidemment je ne le souhaite pas, on a un nouveau Trump à la tête des États-Unis. Si nous ne sommes pas souverains au niveau du matériel et qu'on a une divergence stratégique importante avec les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait peur aux pays de l'Est, moi, je ne suis pas d'accord. Regardez, je regarde la situation à Sahel, maintenant en Afrique. Ils tous utilisent la technologie russe. Ils sont tous sous l'influence de Wagner. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a les flux de migration, les menaces qui viennent ici en Europe, en France, en Croatie et partout, parce qu'on n'avait pas investi dans la défense de ces pays. On avait les idées trop naïves qu'il faut seulement investir dans le développement, de donner aux gens l'argent, mais sans vraiment leur donner les moyens pour faire sa sécurité. Et maintenant, ils sont tous les pays faillites qui dépendent de Wagner, qui dépendent des Russes, de la technologie de l'ancienne Union soviétique et qui aussi ont les idées. Ah mais sur Wagner, on est d'accord. Sur Wagner, on est entièrement d'accord. Mais en quoi construire la défense européenne serait quelque chose de naïf? Moi, je pense que c'est quelque chose de très pragmatique pour notre sécurité, pour la sécurité de la région. En quoi c'est naïf de vouloir
construire notre souveraineté à travers l'avènement de l'Europe de la défense. Ça serait notre question finale très rapidement. Prochain sommet de l'OTAN à Vilnius les 11 et 12 juillet prochains. Qu'est-ce que vous en attendez précisément au regard de cette défense européenne au sein, à côté, en parallèle de l'OTAN? Je pense que ce sommet va aussi souligner que le temps est nécessaire, qu'il est vif, qu'il faut vraiment le prendre au sérieux parce qu'il y avait des idées et des propos avant un peu plus flous avant cette agression et que ce partenariat entre l'Union européenne et un pays qui dépend vraiment de l'OTAN, d'être encouragé par cette coopération aussi avec nos partenaires transatlantiques. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin du prochain sommet pour souligner l'importance et le besoin d'OTAN dans la séquence d'aujourd'hui. Moi, ce que j'attends, c'est que la fermeté nécessaire du point de vue militaire et de l'OTAN soit suffisamment forte, mais que le volet diplomatique et de recherche de la paix pour que la guerre s'arrête, parce que mon idéal, moi, c'est la paix. C'est pas qu'on soit armé pour faire la guerre. D'abord parce que les populations locales souffrent et que la Russie est un État doté et qu'il faut qu'on trouve une porte de sortie diplomatique de cette affaire. Donc, il faut qu'on marche sur les deux jambes. Et ça, c'est fermeté au niveau militaire, activité extrême au niveau diplomatique pour arriver à un cessez-le-feu et à une fin de cette guerre. Et ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur notre plateau. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur nos deux antennes pour plus d'informations.